Vous êtes artiste plasticienne et réalisatrice. Vous avez commencé votre œuvre cinématographique dès 1994. Vous avez fait de nombreux films inspirés par l'art. En 2013, vous avez réalisé et produit un long métrage en 4 saisons très remarqué, Foudre. C'est une sorte de balade mentale et d'enquête sur les mystères de l'éclair. En 4 saisons, de l'automne à l'été, vous allez à la rencontre des personnes qui ont eu affaire à la foudre. Vous racontez leur histoire à travers des archives et des témoignages, des textes écrits de leur part. Vous sondez le destin de la foudre chez chacun, comme Sami Affaf, foudroyé au bras en mer lorsqu'il avait 18 ans, qui est devenu angiologue, manipulant ainsi une sonde d'échographie au quotidien comme on tient une barre de voilier. Ne reste pas dehors. Quand vient l'orage. Ne reste pas dehors. Surveille les nuages. Quand vient l'orage. Veille les nuages. Sinon la foudre vient à toi. Jamais sous un arbre. Quand vient l'orage. Ne t'abrite pas sous un Quand arbre. vient l'orage. Jamais dans une grotte ou au creux d'une Quand faille. vient l'orage. Sinon la foudre vient à toi. Ne porte rien sur toi. Quand vient l'orage. Pas de métal au-dessus de ta Quand tête. vient l'orage. Ne porte rien sur toi. Pas de métal pointé au-dessus de toi sous l'orage. Sinon la foudre vient à toi. Reste seul. Quand vient l'orage. Écarte-toi de tous. Quand vient l'orage. Au moins 3 mètres entre l'autre et toi. Quand vient l'orage. Sinon la foudre vient à toi. Éloigne-toi des pylônes, poteaux, clôtures autour de toi. Quand vient l'orage. Éloigne-toi de tout. Quand vient l'orage. Sinon la foudre vient à toi. Éloigne-toi des pics rocheux. Quand vient l'orage. Ne grimpe pas au sommet. Quand vient l'orage. Quitte les crêtes. Quand vient l'orage. Sinon la foudre vient à toi. Quitte ton bateau. Quand vient l'orage. Gagne la rive, loin du mât. Quand vient l'orage. Sinon la foudre vient à toi. Reste sans fil. Quand vient l'orage. N'appelle que toi. Sinon la foudre vient à toi. Replie tes jambes. Quand vient l'orage. Ne marche pas à grands Quand enjambées. vient l'orage. Évite la tension de pas. Quand vient l'orage. Sinon la foudre vient à toi. Mets-toi en boule, enroule-toi. Quand vient l'orage. Enroule-toi, isole-toi de tout, roule en toi. Quand vient l'orage. Sinon la foudre vient sur toi. Alors, on vient de voir le générique du début qui donne une idée de l'intensité de Foudre. J'aimerais, Manuela Morgan, que vous nous disiez comment la foudre est venue à vous. Je me suis intéressée à comment est-ce qu'on guérissait des dépressions sévères. Et notamment, je me suis intéressée aux catatoniques, c'est-à-dire de gens qui étaient immobilisés, paralysés par la douleur morale. Et donc, c'est en commençant donc, à travailler sur des mélancoliques, en lisant beaucoup autour de ça, je me suis rendu compte que il y avait une méthode, pour moi, cinéaste, qui était horrifiante à l'époque. Les électrochocs, pour moi, c'était tout de suite vol au-dessus d'un nid de coucou. Comme tout le monde, j'avais des a priori très, très prononcés contre cette thérapie. Mais en commençant à regarder de près, je me suis dit, tiens, c'est extrêmement intéressant que des gens catatoniques qui ne bougent plus, paralysés par la douleur morale, se remettent à retrouver leur motricité et en fait, on vienne à bout de leur douleur morale par un choc électrique. Et cherchant un petit peu autour de cette question-là, je me suis mis à travailler sur des foudroyés qui, à l'inverse, donc au lieu de recevoir un courant électrique positif, comme les mélancoliques, avaient reçu un courant électrique négatif, vertu négative et positive de l'électricité. Ça faisait déjà pas encore un long métrage en 4 saisons, mais j'ai commencé comme ça. Après, on va venir au reste, mais c'est comme ça que ça m'est venu, l'idée, en tout cas au début, c'était un documentaire sur les vertus positives et négatives de l'électricité. Je rappelle ce que c'est qu'un chasseur d'éclairs. C'est un métier assez marginal qui consiste à traquer les orages les plus violents pour les observer, pour les photographier ou recueillir des données météorologiques qui sont ensuite transmises à des scientifiques. Commençant à m'intéresser aux foudroyés,
Et donc à la foudre, je me suis rendu compte qu'il existait des chasseurs d'éclairs. Donc pour moi, même le mot, c'était de l'ordre de la féerie. Je pensais que c'était des personnages de romans et je me suis rendu compte que c'était non seulement des gens qui aidaient beaucoup les météorologues, c'est-à-dire qui travaillent, par exemple pour ceux d'entre vous qui connaissent Météo France, ils travaillent de façon très très étroite avec Météo France, puisqu'ils arrivent à leur dire voilà, la foudre va frapper à tel endroit. On sait exactement, ils arrivent à savoir exactement comme des sourciers où arrive l'eau, ils arrivent à vous dire à vraiment 50 mètres près où arrivera l'éclair. Ça permet de ne pas faire sauter des centrales nucléaires, d'éviter des incendies. Enfin, et du coup, au début, ce sont des gens qu'on appelle pour scientifiquement venir au secours des ignorants que nous sommes. Voilà, on ne sait pas où la foudre frappe. On dit qu'on ne sait pas où elle frappe, mais pour eux, c'est très très clair. Donc, à la fois, ce sont des scientifiques, mais au niveau, je dirais, d'Étienne. Et vous voyez où est notre cher physiciens. Ce sont donc des grands scientifiques au départ, mais ce sont aussi des artistes, d'où l'appellation de chasseurs d'éclairs, qui vient effectivement, Caroline en parlait, des États-Unis. C'est-à-dire que les premiers sont apparus, ou c'est vous qui en avez, je ne sais plus, je crois que c'est vous qui en avez parlé. Aux États-Unis, en fait, on sait qu'il y a les orages, les tornades. On voit tout le temps des documentaires où on voit des types foncer en voiture. Voilà, la particularité des chasseurs d'éclairs, ils sont toujours en voiture puisqu'il faut qu'ils foncent à la vitesse de la lumière. Ils sont obligés de chasser la foudre. Donc, ils sont toujours en voiture. Pour la plupart, c'est des James Bond, c'est-à-dire qu'ils ont inventé un système de protection de leur voiture qui est complètement invraisemblable. Donc, ils ont généralement des sortes de bâches de plastique au-dessus. Enfin, c'est assez ahurissant puisque moi, j'ai fait 2 chasses d'éclairs avec Alex Herman, dont je vais vous parler. Et en fait, le boîtier de vitesse qui fonctionne un peu comme un paratonnerre, il est équipé de plein de choses. Et les habitants qui doivent être dans cet habitacle, qui est comme une cage de Faraday, doivent être habillés entièrement de plastique, dans une position particulière. Il ne faut surtout pas tendre un bras, etc. Donc, en fait, eux, ils ont construit toute cette machinerie uniquement, et c'est là où on en vient à ce lieu fabuleux où on est, pas pour peindre, mais presque, c'est-à-dire pour faire une photographie. Tout ça, c'est pour arriver à capturer une image qui dure une fraction de demi-seconde, arriver à prendre une photo de l'éclair. Alors, la plupart du temps, ils ont leur appareil photographique qui est presque attenant au levier de vitesse. Sinon, ils en ont un autre qui est accroché à eux et ils courent à l'extérieur au moment où ils peuvent s'arrêter et ils photographient à l'extérieur recouverts de dizaines de sacs poubelles. Voilà, donc moi, j'ai cherché en France qui étaient des chasseurs d'éclairs sérieux parce qu'il y a énormément d'amateurs. Alors, je viens de vous décrire le côté un peu Charlie Chaplin. Vous pouvez imaginer les amateurs, ce que ça peut être. Ils sont avec des seaux, des pelles sur la tête. Enfin, bon. Donc moi, je voulais un sérieux. Je voulais quelqu'un qui travaille vraiment pour Météo France, et puis qui fait des livres, c'est-à-dire qui publie ses photographies. Je savais déjà que je voulais en faire le personnage principal de mon film. Donc j'ai beaucoup cherché. Je me suis rendu compte que le plus extraordinaire, reconnu dans le monde, c'était Alex Herman. Donc Catherine vous a montré des images. Il a fait plusieurs livres. Il est vraiment reconnu pour être un des plus grands chasseurs d'éclairs au monde, avec un autre Américain, mais qui, lui, cherche moins l'art, alors que Alex, il peint aussi, et il peint des choses très proches d'Hartung. Il fait que des choses abstraites. Et alors, pour rebondir sur la conférence de Thomas, c'est quelqu'un qui vit des expériences paranormales en permanence et qui a fait l'expérience de drogue, mais une fois qu'il a été à la foudre, qu'il a été au contact de la foudre, il n'en a plus eu besoin. Donc la foudre est devenue un médium mescaliné ou autre, et il a réussi à rentrer dans des états paranormaux uniquement en contact avec cette lumière extrême. Et je dois dire, il a été foudroyé une seule fois au genou, mais il a une toute petite séquelle parce qu'il sait comment contourner cette déesse. C'est lui qui appelle la foudre sa déesse. J'ai le sentiment que vous avez traité la foudre comme un motif à la fois pictural, mais aussi de cinéma pur, de cinéma expérimental.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, pour rencontrer Alex, j'ai mis 2 ans, parce que ce ne sont pas des gens qui se laissent approcher, c'est des formes d'ermites, c'est vraiment, vraiment des gens qui ne se laissent pas approcher. Il faut penser qu'à l'époque où je l'ai contacté, il y avait pas de portable, les mails, c'était difficile de trouver son mail. Je savais juste qu'il y avait un musée de la foudre qui était donc à Marcenat, qui était pas en Ardèche, j'arrive plus à me souvenir où c'est, mais en tout... En Auvergne, merci. Et donc, en fait, je suis allée jusqu'à ce musée de la foudre où il y avait tous les ouvrages d'Alex Herman. Ils m'ont dit, mais bien sûr, c'est un enfant du village. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une chambre d'hôte. J'ai passé près d'1 mois sur place pour arriver à le rencontrer. Et la première fois, voilà, j'ai réussi à le rencontrer. J'ai passé presque 1 semaine à faire des entretiens et à noter ce qu'il me disait. Vu ce que j'ai fait pour le rencontrer, il s'est dit que j'étais assez aussi folle que lui et que j'allais tenir le coup. Donc il m'a emmené faire une chasse d'éclairs, ce qui a été vraiment, vraiment fabuleux. Et je peux dire que c'est pour moi un des plus grands maîtres du cinéma expérimental, ce type-là. J'ai beaucoup appris avec lui parce qu'il maîtrise la lumière comme personne. C'est très très dur de filmer la lumière. Donc il m'a appris aussi parce que je ne savais pas tenir une caméra à cette époque-là. J'avais un chef opérateur, mais il ne voulait pas entendre parler de chef opérateur. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un deal avec lui. Il ne voulait pas jouer dans le film. Il voulait être invisible parce que lui, sa passion, c'est l'invisible. Donc on a fait un deal ensemble. Je lui rachetais une partie des archives. Donc on a passé 2 ans à visionner tout ce qu'il avait fait avec, je sais pas, des dizaines de caméras et d'appareils photographiques différents depuis le Super 8. Donc, je ne savais pas comment faire avec tout ça pour tout numériser, etc. Je lui ai acheté à peu près 22 ans d'archives, mais pas tout, en faisant un choix. Et à partir de là, il m'a autorisé à les utiliser en fait dans le film, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec les archives d'Alex Herman et il fallait que moi j'arrive à faire que ça colle avec ma fiction, c'est-à-dire que quand par exemple on était en plein jour dans un paysage avec de l'herbe verte et des vaches, il fallait que je retrouve dans ces images comment la foudre pouvait arriver là, dans des paysages nocturnes maritimes, arriver à les coller. Donc ça a été un travail dingue. Et après, on a fait beaucoup d'étalonnage, beaucoup d'effets spéciaux pour arriver à ce que cette foudre filmée par Alex Herman, cette foudre-là, elle puisse arriver sur le corps des foudroyés à qui j'ai demandé de rejouer les scènes, mais en utilisant les images d'archives d'Alex Herman. Donc ça a été une confiance immense. Et il m'a dit, voilà, moi je vous donne aussi tous mes récits. Donc j'ai retranscrit tous ces récits de chasse d'éclairs, mais ça sera une autre voix, je veux être totalement invisible, inaudible, et c'est là que j'ai eu l'idée de Rodolphe Burger pour l'incarner au niveau de la voix. Rodolphe Burger étant, pour ceux qui ne le connaissent pas, un très grand chanteur, et qui a accepté de donner sa voix à Alex Herman. Le front d'orage est une fissure entre les mondes, une limite entre la plage et la vague. C'est la porte de la sorcellerie. La possibilité de vivre des expériences hors normes, inexplicables, dans une frange de temps et d'espace très limitée. Quand la chance est passée, elle est passée. La foudre jaillit entre les courants ascendants et descendants, dans une zone de friction très agitée, entre 2 forces opposées, ciel et terre, haut et bas, froid et chaud, sec et humide. Lorsque le rideau opaque de phénomènes orageux m'absorbe, je sais intuitivement que je suis à la merci totale de la grande mécanique, un phénomène dans les phénomènes. Pendant un temps, j'appartiens à l'orage, en tout cas, sous le noyau dur. Lorsque l'absorption se réalise, le phénomène est comme une vague anesthésiante qui adoucit les sons et les lumières. Si je parviens à me mettre en résonance, tout devient feutré et presque agréable, enveloppé. Je me sens alors comme une femme soumise dans les bras d'un gros molosse protecteur, mais dangereux. Il suffit d'un écart et le bras protecteur se resserre. Mon attente de l'inconnu à l'arrivée du front opaque est la même qu'avant un film au cinéma. À
Après, c'est trop tard. On est dedans. Là, juste avant, tout est possible. On a vu un extrait du Chasseur d'éclairs, mais qui est assez court par rapport en fait à tout le portrait. Il dit aussi qu'il est DJ dans une boîte de nuit. Quelle est justement sa vie en fait à Alex Herman? Alors, Alex Herman, il est, vous avez vu aujourd'hui, Étienne Klein portait un t-shirt avec une phrase des Rolling Stones. C'est très, très rare que les scientifiques ne soient pas passionnés de musique. Et Alex Herman est passionné de musique électronique. Et j'ai eu l'idée comme ça, avec les idées du stroboscope de la boîte de nuit liée à la foudre, d'en faire un DJ la nuit. Et ce qui allait très bien avec Rodolphe Burger. Ça faisait le lien, ce qui fait qu'à la fin du film, on voit Rodolphe Burger faire le DJ dans une boîte. Et pour moi, l'électricité ne peut pas être déconnectée de la boîte de nuit. Est-ce que vous pouvez nous raconter humainement ce que ça a été que cette rencontre de la foudre en fait? Je vais juste faire un résumé parce qu'on ne l'a pas fait et ça me paraît vraiment important. Vous expliquer que c'est un film en 4 saisons. Première saison, elle s'appelle donc l'automne et elle est consacrée à Baal, Baal étant le dieu syrien de la foudre. J'ai intitulé tous les personnages principaux du nom de mythologie, parce que le film est très mythologique. Donc la première partie est incarnée par Alex Herman et la voix de Rodolphe Burger. Il y a 5 foudroyés qui sont comme les 5 doigts d'une main. Donc on suit aussi l'histoire de 5 foudroyés. C'est aussi pour ça que c'est très émouvant, parce qu'il a fallu les trouver, arriver à leur demander de rejouer leur histoire, etc. Ensuite, la deuxième partie, qui est consacrée à l'hiver, est incarnée par William de Carvalho, qui est là et qui joue son propre rôle, mais son personnage s'appelle Saturne, parce que c'est la planète de la mélancolie, et donc il incarne son rôle de psychiatre, spécialiste de la dépression. Il a amené avec lui 5 patients. À chaque fois, j'ai demandé aux personnages d'emmener avec eux des gens dont ils avaient l'expertise et qu'ils pourraient accompagner dans l'expérience du film. Donc évidemment que ça a été très très émouvant de suivre 5 patients mélancoliques qui étaient sans doute, qui allaient beaucoup mieux au moment où on a fait le film, mais qui sont des gens avec des histoires très fortes qu'il a fallu raconter à l'image. Donc c'était des expériences humaines, que ce soit avec les foudroyés, les mélancoliques, qui a été très forte. La partie 3e saison, c'est la partie qui s'appelle donc le printemps, qui a été incarné par Michael Jasmin, qui est un archéologue qui se tourne en Syrie et où il est question de la kama, qui est donc ce champignon aphrodisiaque qui pousse une fois par an sous l'effet de la foudre en Syrie. C'est une vraie histoire, sauf que bien sûr que ça, j'en ai fait de la mythologie. Et donc la dernière partie, qui est l'été, c'est un travail sur le coup de foudre amoureux, parce que je ne pouvais pas travailler sur la foudre sans m'intéresser au phénomène. Et donc pour ça, je me suis intéressée au dispositif de Marivaux, La Dispute, qui est vraiment une étude de comment est-ce qu'on place 2 enfants ensemble. On en fait l'expérience et on voit comment ces 2 enfants qui vivent séparément l'un de l'autre, mais qui sont élevés pareil dans 2 maisons mitoyennes, vont finir par ne pouvoir que tomber amoureux l'un de l'autre, parce que tout a été conditionné pour qu'ils tombent amoureux. Donc c'est une analyse biologique du sentiment amoureux. Et donc en fait, ces 4 saisons étaient pour moi une fresque, enfin l'idée de réaliser une fresque autour de la foudre dans tous ces états. Et ça a été évidemment, ça ne pouvait être que émouvant, puisque on a fait des traversées humaines très fortes sur des sujets très secouants.
je voudrais savoir quelles ont été les 2 ou les 3, 4 plus belles expériences de pure luminosité dans votre vie. Si je parle vraiment de la lumière, c'est lié à l'expérience avec James Turrell. Je crois que j'ai jamais de ma vie vécu une expérience de la lumière aussi forte, que ce soit devant ces œuvres qui sont des caissons de lumière, qui sont la plus belle expérience que j'ai vécue de la lumière. La deuxième, c'était à Rodencrater, encore James Turrell. Et la troisième, je crois que je peux dire que c'est Wolfgang Leib. Je crois que j'ai jamais été aussi émue et aux larmes, et même quand j'y pense encore, quand j'ai découvert ces plages de pollen au sol. J'avais jamais vécu une expérience aussi bouleversante de la lumière, avec un élément tout simple, en sachant qu'il lui passe. Ça aussi, le geste, c'est pour ça que ces toiles de chlorophylle m'ont tellement touché vraiment à l'os ce matin. C'est que ça m'a rappelé ces champs de pollen recueillis par Wolfgang Leib pendant des heures et des heures et des heures dans la nature, et après comment il assemble ça, et aussi une pierre de lait qu'il a assemblée, et j'ai eu la chance de voir quelque chose de magique. C'est les pierres de lait, évidemment, comme c'est une pierre un tout petit peu creusée, il remplit la pierre de lait, ce qui fait qu'elle est plate, et évidemment sa hantise dans l'exposition, c'est qu'il y ait des chats. Et le jour où j'y suis allée, il y a un chat qui est en train de boire, et bon, c'est pas une expérience de la lumière, mais quand même, voilà, toutes ces expériences sont mes plus belles expériences de la lumière.